Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sylvain Baudet, en charge des sujets de ruralité au sein du service d'ingénierie territoriale de la Banque des Territoires. Nous voilà donc réunis pour cette webconférence TEPOS, organisée dans le cadre du partenariat de la Banque des Territoires et le CLER, donc Réseau pour la transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur l'action menée à Los Anguel, territoire bien connu du bassin minier, engagée de longue date dans la transition énergétique, une commune de 7 000 habitants, souvent citée comme une terre pionnière en matière de développement durable. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir donc Francis Maréchal, qui est adjoint au maire en charge de la transition énergétique, des travaux et de l'urbanisme à la mairie de Los Angeles, et Antoine Reynaud, donc le directeur de cabinet à la mairie de Los Angeles. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice et donc de venir témoigner aujourd'hui avec nous. Quelques éléments de contexte simplement pour dire que cette commune a subi de plein fouet les conséquences de l'arrêt de l'exploitation des mines de charbon en 86, et la commune, donc sous l'impulsion de son maire de l'époque, a souhaité réécrire un nouveau récit, et dès 2013, Los Angeles a intégré le réseau des territoires à énergie positive avec l'ambition de construire une stratégie énergétique durable fondée sur le solaire, la maîtrise de l'énergie, la rénovation, une trajectoire qui vise à l'objectif des 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Alors, Antoine, Francis, vous allez donc nous présenter cette trajectoire, ce chemin parcouru, avec peut-être ces différentes étapes clés, ces clés de réussite également, et peut-être aussi les difficultés que vous avez pu connaître tout au long de cet itinéraire. La démarche est ambitieuse puisque la commune ne se contente pas à la seule question de l'énergie. La transition doit chez vous être systémique et embrasser l'ensemble des enjeux, comme les questions d'alimentation durable également, avec aujourd'hui 21% du territoire communal dédié à l'agriculture biologique. La singularité de la transition menée par Los Angeles, c'est aussi une méthode qui allie implication citoyenne, coopération et mise en récit. Je ne vais pas en dire davantage, et je vais céder la parole à Anne Auclair, qui va dire également quelques mots de présentation et introduire ce témoignage. Au préalable, je vais simplement rappeler quelques règles pour la conduite de cette webconférence. On aura donc une présentation initiale de l'expérience de Los Angeles, une trentaine de minutes environ, une petite demi-heure, et nous aurons ensuite, comme à l'habitude, un temps pour réagir, échanger, partager, questionner. N'hésitez pas donc à prendre la parole les uns les autres à l'écrit, par le chat, ou en prenant la parole, vous demandera simplement de bien vouloir lever la main, et on vous cédera ensuite la parole bien volontiers. Un dernier point, cette webconférence, donc, comme je l'ai indiqué, est enregistrée, et elle sera mise en ligne à la fois sur le site du CLER et sur la chaîne YouTube de la Banque des Territoires. Bonne webconférence à toutes et à tous, et Anne, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je ne dirai pas plus l'essence. Vous êtes là pour entendre Francis et Antoine prendre la parole. Juste vous rappeler que le réseau TEPOS, c'est un peu plus de 130 membres, dont une centaine de territoires engagés dans la transition à différentes étapes de maturité et d'expérience. Donc on est là pour enrichir les territoires de retours d'expérience pertinents et utiles pour vous. Et puis, je vais laisser la parole à Antoine et Francis. Nous, on reste disponible avec Pauline dans le chat également. On risque de vous faire passer un certain nombre de ressources également au fur et à mesure du discours de Francis et Antoine. Et surtout, vive les échanges après cette présentation. Antoine, Francis, merci, à vous la parole. Bonjour Et tout le donc, monde. bonjour, on vous invite également à diffuser le support en ligne, hein. Oui, Vous avez la main comme ça sur la présentation. alors après le micro, le défi technique du partage d'écran, est-ce que ça va fonctionner? Le suspense est insoutenable. Alors, que voyez-vous? On le voit, c'est parfait. Si tu arrives à le mettre en diaporama en plus grand format, ça sera encore mieux. Ouais, je pense que c'est possible. Hop. Relancer le diapo. Voilà. C'est superbe, parfait. Très bien.
Alors, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Reynaud, je suis le directeur de cabinet du maire. Et c'est Francis Maréchal, donc je suis adjoint au maire, effectivement, sur l'urbanisme, les travaux et la transition énergétique. Et puis, c'est mon deuxième mandat d'adjoint. Voilà. Donc, on va faire rapidement, on va vous présenter les grandes étapes de la résilience ossoise. Donc, comme ça a été présenté, Los-Anguel est une ville pilote du développement durable, donc qui a, depuis la fermeture des mines, construit tout un projet politique de transition. Et voilà, la ville a cherché à se reconstruire par le développement durable et par les transitions ensuite, depuis la fermeture des mines. Et donc, on va vous présenter ça dans les grandes lignes. Il y aura du temps après pour les questions-réponses, donc pas de souci, mais on va déjà essayer de vous donner un portrait global. Voilà, je passe la parole à Francis qui va vous présenter la trajectoire de l'os. Voilà, donc j'aime bien les 4 taches de couleur qui marquent un peu l'histoire de notre résilience. Donc à gauche, 1984, le choc de la mine qui se ferme, donc dans le bassin minier, évidemment, c'est une grosse déprime, c'est énorme comme cataclysme, hein, c'est un tsunami social. Le manque de confiance en soi qui est développé partout parce que les mineurs, on n'en a plus besoin. On a glorifié les mineurs pendant des années, au moment surtout après la guerre 40, parce qu'il fallait effectivement redresser l'économie de la France et en particulier aller chercher de l'énergie. Et puis, voilà, en 1986, on dit on n'a plus besoin de vous, vous n'êtes pas bon à grand-chose en dehors de faire du charbon. C'était quand même très, très, très dur dans les familles, etc. Enfin, c'était quand même très, très costaud. Et à l'époque, le maire Marcel Caron, qui avait un côté humaniste extrêmement important, lui, il s'est dit à l'époque, tout le monde a des talents, tout le monde a des choses à montrer, et c'est peut-être important de repartir des habitants pour effectivement pour redonner de la confiance en soi, etc. Côté économique, évidemment, il fallait bien s'y pencher, faire des zones industrielles, etc. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts et ça ne joue pas sur le moral des gens, enfin, pas rapidement. Et en plus, on ne peut pas remplacer des milliers et des milliers d'emplois par juste 2-3 usines. Et du coup, l'idée est venue de créer les Goéliades. Donc, en fait, on est rentré dans la transition par le côté culturel. Et la création des Goéliades, c'était la participation des gens, mettre en valeur que chacun s'exprime, des spectacles participatifs, des expositions, etc., des concours de poésie. Et donc, c'est parti par ce côté en disant tout le monde a des talents, tout le monde a des choses à dire. Et tout le monde a des choses à présenter. Et c'était quand même vraiment le début de cette transition. À l'époque aussi, moi personnellement, et avec Jean-François Caron, qui arrivait un petit peu plus tard sur la scène politique, on s'était dit aussi qu'il fallait changer l'image de la région. Nous, on s'intéressait beaucoup au terri, par exemple, etc. Donc tout ça, ça fait un ensemble qui n'était pas forcément dans l'air du temps pour tout le monde. Il faut savoir que beaucoup d'élus aux alentours voulaient faire du passé table rase, ce qui était impossible vu les nombres les quantités de friches et les quantités de bâtiments qu'il y avait à faire disparaître. C'est impossible. Et de toute façon, faire table rase du passé, nous, on n'était pas d'accord, parce qu'on considère que pour créer, pour continuer son histoire et pour aller de l'avant, il faut aussi savoir que ses racines sont comme ça, etc. D'ailleurs, on a prouvé depuis qu'avec l'inscription au patrimoine mondial, à l'UNESCO, on a prouvé que c'était quand même c'était parfaitement justifié. Et du coup, voilà, c'est parti de ce côté-là. On a commencé à travailler sur ces questions-là, et puis petit à petit, c'était déjà de l'implication habitante, qui n'est peut-être pas aussi exprimée à l'époque. Derrière ça, il y a eu le problème de la révision du POS, du plan d'occupation des sols qui est sorti dans les années 95, et qui a débouché en l'an 2000 par la charte du cadre de vie dans ces années-là. En fait, l'idée, c'était que, toujours d'après Jean-François Caron, on ne pouvait pas organiser un nouveau plan d'occupation des sols sans aller vers les habitants et leur demander comment ils voulaient créer la ville de demain, à l'époque, c'est-à-dire pour les 10 ans qui allaient suivre. Et du coup, voilà, il y a eu une consultation des habitants et il y a eu cette charte du cadre de vie qui était une espèce d'agenda 21, en fait, pour la ville, où les gens voilà, se sont exprimés sur le comment pouvait devenir, comment on allait aménager la ville dans les années qui suivent. Et aujourd'hui encore, on continue de travailler sur ces bases-là. Voilà. Donc ça a été quand même une opération qui est
petit à petit, on a remis de la confiance, on a fait beaucoup de participation avec les habitants. Ça a été quand même très, très important, c'est beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, on parle de Los Angeles qui est arrivé à certains niveaux, qui a fait des choses, mais bon, si on regarde bien les dates, c'est quand même du très, très long terme. C'est petite brique après petite brique. Voilà. Et puis, petit à petit, on est arrivé vers des choses qui se sont marquées beaucoup plus fortement, en particulier la récupération des terris, la récupération du carreau de fosse de la base 11-19, sur lequel se sont installés des partenaires aujourd'hui incontournables, comme le CERD, le CD22, la chaîne des terris, Culture Commune, etc. Donc on retrouve toujours ces aspects-là autour de la politique qui s'est créée petit à petit. Voilà. Ensuite, vous voyez une date importante, c'est la légitimité démocratique, puisque là, c'était là. Ouais, je pense que c'était les premières fois que Jean-François Caron mettait son mandat de maire en jeu, et il y a eu une très très grosse acceptation de la population pour la politique qui était menée depuis quelques années et qui était concrétisée à ce moment-là. Voilà. Ensuite, les dates se sont continuées d'avancer. Bon, tout à l'heure, je parlais de l'UNESCO, donc ça a été quelque chose d'absolument formidable. Les gens dans les cités se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens dans le monde qui les regardaient comme quelque chose d'absolument exceptionnel et d'universel. Donc ça a été extrêmement important, je pense aussi. L'arrivée du Louvre, on va parler, etc. Enfin, de toutes ces choses qui sont vraiment extrêmement importantes, qui à la fois tournent autour de la culture, du patrimoine, et qui en même temps créent et constituent le terreau de l'avenir, finalement. Voilà. Sachant que aussi, on est démonstrateur ADEME depuis 2014, et tout ça, ça a donné naissance, avec toujours la filière Jean-François Caron, Julien, qui était le directeur de cabinet à l'époque, de la fabrique des transitions. Et du coup, aujourd'hui, on est peut-être dans un changement d'échelle. Voilà, on a ramé pendant longtemps et on espère aujourd'hui. Et le changement d'échelle, on peut dire aussi que même à notre niveau, on a été très longtemps une petite ville ou même un village, comme disait ma grand-mère, mais au milieu d'un espace où les gens ne croyaient pas vraiment à ces choses-là. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a plein de choses qui se développent au niveau de la communauté d'agglomération. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte quand vous viendrez chez nous pour le voir. Mais là, on est vraiment en train d'avancer et puis d'emmener avec nous plein d'expériences, plein de gens, etc. Voilà. Super. Alors, là-dessus, je voulais vous présenter rapidement cette slide parce que pour nous, elle représente un peu notre approche. Donc, nous, on considère que la transition, en tout cas à l'échelle d'une collectivité, évidemment, elle se joue au niveau local. Que le territoire, c'est la bonne échelle pour conduire le changement. Parce que c'est l'échelle où on a un écosystème d'acteurs locaux qui se côtoient, qui se connaît, qui peut partager des enjeux ou au contraire plutôt des oppositions. Mais en tout cas, c'est l'espace où on peut agencer un petit peu tout ça et mettre en place des politiques ambitieuses. Et c'est aussi l'échelle où on peut parler aux habitants. Donc nous, on ne dit pas que la transition ne se joue pas au niveau global, on dit que même si l'OS, on cherche à l'influencer, des fois de manière peut-être un peu ambitieuse, nous, on considère qu'en tout cas, c'est au niveau des territoires qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Donc on sait que l'ancien modèle, c'est-à-dire notre modèle actuel de développement est terminé. Voilà, les ressources sur lesquelles qu'ils consomment ne sont pas infinies, les impacts et les rejets pour l'environnement sont insupportables. Voilà, donc c'est quelque chose que je pense que si vous êtes ici, vous partagez également. Donc on sait qu'on doit changer de modèle pour aller vers un nouveau modèle. Mais sauf qu'on ne sait pas exactement quel est ce nouveau modèle. On doit le construire en chemin. Là, Francis l'a présenté sur la trajectoire de l'OS. Los Angeles, c'est vraiment pas construite en 2 ans, ça a été un long chemin. Donc il y a quelque chose qui se construit en avançant. Donc il faut savoir repérer les signaux faibles, les références dans un brouillard, mais qui doivent nous aider à guider un peu notre action. Et comment est-ce qu'on guide cette action-là aussi? On le fait par un nouvel imaginaire. Pour nous, la transition, elle n'est pas technique, même si dans le réseau TEPOS, évidemment, la technique est très importante et on ne dit pas le contraire, mais nous, on considère que c'est d'abord un enjeu de changement d'imaginaire. Il faut réussir à créer des nouveaux récits désirables pour essayer d'opérer ce changement de modèle.
auquel on aspire. Et donc, c'est pour ça que faire appel à de nouveaux imaginaires, faire appel à de nouveaux récits, c'est réussir à travailler sur les systèmes de valeurs des gens et donc essayer d'obtenir des changements de posture des différents acteurs. Voilà. Donc ça, c'est une approche politique qui prévaut à l'os depuis assez longtemps et qu'on a conceptualisé de cette manière-là. Je me permets d'accélérer peut-être un petit peu. Donc là, on l'a dit en introduction, Los Angeles, c'est une transition systémique. C'est-à-dire que au moment de la révision de la charte du cadre de vie, donc on a pris le prétexte de la révision d'un plan d'occupation des sols, donc un schéma d'aménagement communal, pour le travailler avec les habitants. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que tous les enjeux étaient interconnectés. On ne peut pas traiter la question de la transition énergétique sans traiter la question de la transition alimentaire. Le sujet de la biodiversité est évidemment lié à la question de l'aménagement, à la question de nos mobilités, de notre manière de produire notre alimentation. Voilà. Donc, l'OS a cherché à ne pas travailler en silo sur les différentes thématiques. Et vraiment, c'est d'ailleurs peut-être la différence de la charte du cadre de vie avec un agenda 21 de l'époque. C'est que l'agenda 21 à l'époque, Jean-François Caron en était très critique parce qu'il considérait que c'était une approche en silo thématique. Alors que ce qu'on a cherché à faire avec la charte du cadre de vie, c'était justement d'esquisser une première approche globale. Voilà. Et donc, ça se retrouve dans les différents secteurs sur lesquels on va travailler. Donc, on en a retenu 5 principaux, même si en réalité, voilà, encore une fois, ils sont tous interconnectés et puis on pourrait définir des sous-catégories. Donc, il y a évidemment l'énergie et l'éco-construction. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, puisque comme on est à TEPOS, on va quand même faire un petit zoom là-dessus. Mais pour vous présenter très globalement, on a aussi une transformation de notre système alimentaire. Donc, on a travaillé avec les agriculteurs depuis longtemps pour essayer de transformer. En plus, nous, on est dans une région de grande culture. Les Hauts-de-France, c'est la pire région en matière de conversion au bio. Donc, nous, on a eu une stratégie foncière en travaillant en lien avec la SAFER qui a porté ses fruits. Et donc, on a aujourd'hui réussi à inciter les agriculteurs à passer le pas de la conversion au bio. Et on a 21% de notre surface agricole utile. On a environ 850 hectares de surface agricole sur l'os qui ont converti au bio. On a évidemment des actions qui ont été faites sur les espaces verts, la biodiversité, la nature. Donc, on a des aménagements qu'on a fait, une ceinture verte qui permet de connecter les différents quartiers de la ville, puisque ça aussi, c'est un héritage de la mine. On avait des quartiers qui se construisaient autour des puits, mais sans souci de cohérence d'ensemble à l'échelle de la commune. Donc, quand les puits ont fermé, on se retrouvait avec un ensemble un peu disparate de différents pôles à l'intérieur de la collectivité. Et donc, on a cherché au moins, dans l'urgence, créer des modes de mobilité douce qui sont aussi des espaces où on a planté des arbres fruitiers en accès libre, etc., pour essayer de créer de l'animation autour de l'aménagement, pas simplement reconnecter entre les différents quartiers de la commune. Tout ça a des impacts sur l'économie et l'emploi. Los est une ville attractive. Donc nous, on peut le constater, on a un réseau de commerce en centre-ville qui est vraiment intéressant pour les communes de notre strate qui souvent, malheureusement, déplorent la disparition de boulangeries qui sont en fait la mort sociale d'une collectivité, en tout cas pour les petites communes. On a toute une dynamique qui s'est créée, notamment autour de l'écopole qui s'est structurée sur la base 11-19. La base 11-19, ce sera pendant les TEPOS un lieu sur lequel vous aurez l'occasion de venir, je ne vous en dis pas plus. Mais c'est un ancien siège des mines qui a été reconverti en écopole et qui accueille aujourd'hui que des structures qui travaillent sur le développement durable et qui font partie de notre écosystème et avec lesquelles on coopère régulièrement. Là, je pense au Centre de ressources de développement durable, au Centre de développement des éco-entreprises, etc. Donc, ça a créé un certain nombre d'emplois qualifiés sur la collectivité et ça crée derrière des effets boule de neige parce qu'il y a ces structures qui sont implantées. Ça permet à la ville de rayonner, donc d'attirer d'autres structures, etc. Et enfin, tout ça, ça ne marcherait pas si ce n'était pas soutenu par une forte politique d'implication citoyenne. On l'a dit, ça a commencé d'abord dans le domaine de la culture, mais on cherche à l'appliquer à tous les secteurs. Si vous voulez qu'une politique de transition soit réellement efficace, il faut que l'ensemble des acteurs se déplacent dans ses habitudes, dans ses comportements, dans ses façons de consommer, etc. Donc, nécessairement, vous avez besoin d'embarquer avec vous les habitants de votre collectivité. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure manière de le faire que de créer des espaces d'engagement pour les habitants autour des projets de transition que vous portez, mais ça peut aussi être simplement sur des projets du quotidien ou alors des projets
d'événementiel, etc. Mais en tout cas, c'est un des marqueurs forts de Los Angeles, c'est vraiment chercher à mobiliser l'implication citoyenne, avec aussi, bien entendu, tout un ensemble de limites, mais sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. On pourra y revenir éventuellement plus tard dans les questions. Petit zoom quand même sur la question de l'énergie et de l'éco-construction, puisque c'est probablement ce qui vous intéresse. Et là, je repasse la parole à Francis, dont c'est le dada. Oui, le dada, j'en ai beaucoup de dada. Et aussi les oiseaux sur les terris, comme dada, c'était mon premier dada. Bref, donc effectivement, donc, on va aller très vite parce que des exemples, on peut en trouver plein sur tous les sujets. Mais effectivement, au niveau de l'énergie, on a très vite travaillé sur ces questions-là. On a travaillé avec la fondation Négawatt dans les années, je ne sais plus, je ne vais pas dire de date parce que je n'ai pas en tête, mais on a travaillé sur le bilan énergétique de la ville. L'idée, c'était de montrer d'abord aux élus du conseil municipal, tout le monde n'était pas branché forcément sur ces questions, de montrer effectivement où on en était des consommations d'énergie qui étaient, pour nous, quand on a vu les bilans, c'était actuellement fantasmagorique. Les sommes et les mégawatts et les milliers d'euros, ça a quand même plombé bien la conversation pendant un moment. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer un peu plus dans le détail en disant sur quel sujet il faut qu'on aille pour produire de l'énergie et à la fois économiser. Hein. Bon, ça, je ne vais pas vous en apprendre là-dessus, c'est quand même quelque chose de très connu. Et du coup, on a tout de suite travaillé sur ces questions-là avec nos petits moyens et nos petits bras, mais on a développé au maximum, sachant que les développements et les études, les analyses et le travail, ça s'est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup avec la coopération des services. Il n'y a pas un service qui travaillait sur l'énergie, un autre qui travaillait sur l'éco-conception, etc. C'est vraiment toujours pareil. Donc, on a beaucoup travaillé sur les consommations de l'éclairage public. On a quasiment maintenant, on va avoir cette année quasiment 100% de notre éclairage public qui sera neuf. La mutation du bâti, on a beaucoup travaillé sur la rénovation des écoles, même si on en a encore beaucoup, malheureusement. C'est quand même de longue haleine et c'est très coûteux, du coup, voilà. On a beaucoup travaillé sur les transports, sur l'urbanisme, sur les véhicules qu'on achète nous, évidemment, sur les kilomètres de ceinture verte qui permettent de circuler et puis d'avoir de la verdure jusqu'en ville, finalement. On a beaucoup travaillé sur l'éco-conception et les logements, sachant que sur l'os, on a beaucoup perdu de logements à la fin des mines. On a perdu 1100 logements à l'époque parce qu'à cause de l'affaissement, de mauvais entretiens, etc. Ça a été reconstruit donc dans les années 70-80, mais de façon, très mauvaise façon, puisqu'à l'époque, les normes étaient vraiment très peu rigoureuses. Et aujourd'hui, on a quand même une grosse précarité des gens à ce niveau-là. Du coup, depuis quelque temps, chaque fois qu'on peut faire construire des nouveaux logements, des petits collectifs par les bailleurs sociaux de notre secteur, on met la barre relativement haute pour que, effectivement, ces gens qui sont déjà des gens qui ont peu de moyens puissent avoir des logements chauffés et confortables à des prix tout à fait corrects. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Bon, pas dans le détail, parce que comme le temps est imparti, je vois que le chronomètre, il avance. Et puis, bien sûr, il y a le développement des filières économiques. Antoine en a parlé un peu avec le 11-19, etc. Donc, on a beaucoup avancé. Et effectivement, le cluster, il y a beaucoup de gens qui sont venus, y compris la Fondation d'Auteuil, qui est un organisme de formation, en particulier autour du bâtiment, qui a souhaité venir s'installer sur les friches de la fosse en 19 ou à côté, pour profiter de cette expérience. Alors, on va dire un petit mot rapide de notre plan solaire. Alors je vais aller vite, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce plan solaire, après l'expérience qu'on a faite sur l'église, peut-être qu'il y a des gens qui savent qu'on a déjà solarisé l'église. C'était une expérience one-shot. Il fallait refaire la toiture. On l'a refaite en ayant des subventions moins chères que ce qu'on aurait pu coûter en remettant les ardoises d'origine. Et puis, donc, évidemment, tout le monde a été convaincu que ça fonctionnait très bien, même dans le Nord, avec une église qui produit tous les ans, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, de l'énergie, et donc un petit peu d'argent qui rentre dans les caisses de la ville. Donc, la preuve était faite, c'était un petit caillou blanc dans ce cadre-là. Derrière ça, on a monté ensuite un plan solaire participatif, parce qu'il n'y était pas question pour la ville de nous-mêmes, la ville, investir. On aurait pu, c'est beaucoup plus simple, sauf qu'il faut trouver de l'argent. On n'était pas question donc d'investir. Et par contre, on souhaitait absolument qu'il y ait des habitants qui prennent des choses en main.
Il n'y avait pas de volonté directe d'habitants qui disaient toujours si vous y allez, monsieur le maire, on vous suit. Mais nous, on avait besoin de quelqu'un qui prenne les choses en charge. Donc, on a inventé un nouveau dispositif dans lequel une SAS a pris, on l'expliquera sur la diapo d'après, les choses en main avec des fonds privés, du fonds public, la ville, et des fonds privés des habitants eux-mêmes, qui sont d'ailleurs les actionnaires majoritaires du truc. Voilà, on a mis en place 8 toitures sur des bâtiments publics qui produisent par an l'équivalent de 175 foyers, soit 440 mégawatts-heure qui sont produits chaque année. Voilà. Alors, c'est les participants, vous voyez, donc il y a 128 actionnaires citoyens qui sont pour 38-37%, hein, donc largement majoritaires par rapport à l'ensemble. La SEM Énergie, qui est une entreprise dont c'est le métier, et qui travaille avec nous, qui fait pour 30%, Sunelis, la SEM Énergie, Sunelis qui est une entreprise qui monte et qui installe, etc., des panneaux solaires, et la mairie de Los Angeles. Tout ça fait effectivement quelque chose qui fonctionne super bien aujourd'hui et qui se développe. L'idée, c'est que ça se développe sur l'ensemble du bassin minier. C'est ça. L'idée, c'était de se doter d'un outil citoyen qui soit au service de la massification des ENR sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, Mines de Soleil est interlocuteur d'autres collectivités, la ville de Lens, par exemple, et peut-être, il me semble que c'était l'autre. Livion. Ouais. OK. Je passe là-dessus. Donc là, en synthèse, la méthode de conduite du changement lossoise. Voilà notre code source qu'on a conceptualisé avec l'aide de l'ADEME. Donc ça, c'est le résultat de 30 ans de trajectoire. C'est notre manière, nous, de conduire nos politiques publiques de transition. Donc concrètement, le socle, c'est un socle de valeurs communes, d'une vision politique qui est partagée, qui est posée. Donc d'où le travail important de la culture aussi et de l'identité du territoire. Qui sommes-nous, par quoi on est défini, quelles sont nos caractéristiques. Ça, c'est vraiment important de s'appuyer là-dessus parce que c'est ce qui nous ancre quoi, à ce que nous sommes. Ensuite, les approches narratives. Donc c'est vraiment l'idée de dire où en sommes-nous aujourd'hui sur notre trajectoire. Si demain, on veut se projeter sur un nouveau modèle de développement, c'est important de comprendre d'où on vient, c'est important de comprendre où on va, et évidemment, là où on se situe aujourd'hui. D'où l'importance de la mise en récit, encore une fois, de raconter des histoires, de rendre intelligible la transition, qui n'est pas qu'un objet technique, encore une fois, agir sur les systèmes de valeurs, sur faire cheminer les gens, etc. Donc ça, c'est le socle. Et tout ça s'appuie sur un leadership coopératif. Donc, c'est important d'avoir un exécutif qui porte le projet municipal de transition, qui l'incarne. Mais si on veut que ce projet-là vive, et Francis a commencé à le dire tout à l'heure, c'est important que les élus et les services, à l'intérieur de la collectivité, aient des marges de manœuvre, puissent prendre des initiatives, s'approprient le projet et le portent dans leurs différents domaines. Donc ça, c'est important aussi que le maire, dans son leadership, mais aussi la direction et les différents adjoints, fasse vivre ce souhait d'émancipation et de prise d'initiative pour l'ensemble de l'équipe. Et ça, on le soutient par toute une organisation collective, assez transversale, justement pour casser le mode silo. On a revendiqué le droit à l'erreur, etc. Donc tout ça repose sur 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'implication habitante. Je commençais à en parler, je reviens pas dessus. L'approche systémique. Donc voilà, encore une fois, l'importance d'avoir une approche globale. L'innovation et le mode projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment revendiqué dans notre management. Ça rejoint ce que je viens de dire sur le droit à l'erreur. Donc c'est l'idée de dire, à l'os, quand on innove et qu'on vient défricher sur des sujets comme ça, souvent il faut sortir du cadre. Et on se retrouve souvent face à la page blanche. Le vide juridique, la situation inédite, un agencement d'acteurs qui n'avait jamais encore existé. Donc, vous ne sortez pas de ces situations si vous ne faites pas preuve d'innovation, d'inventivité. Et donc, pour ça, encore une fois, il faut laisser de la place à l'initiative et de la place au service aussi pour venir critiquer la stratégie. Évidemment, la critiquer de manière constructive pour venir trouver des solutions. Et donc, le droit à l'erreur, c'est ça, en fait. C'est le droit d'essayer, de se tromper, de l'évaluer, par contre, pour comprendre où est-ce qu'on s'est trompé et essayer de ne pas reproduire l'erreur. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'étoile et les cailloux blancs. L'étoile,
c'est cet horizon, cet objectif désirable que l'on suit. C'est vraiment se donner un cap. Donc nous, c'est une collectivité TEPOS à horizon 2050, par exemple, ou c'est une collectivité résiliente après le choc de la fermeture des mines par la transition. Voilà. Et les cailloux blancs, par contre, c'est complémentaire de l'étoile, c'est la nécessité de marquer le chemin parcouru d'opérations concrètes pour rendre compte de ce qu'on a fait, rendre intelligible le changement qui est en cours, pour pas qu'on reste tout le temps dans l'étoile inaccessible et dans l'incantation. C'est important de montrer aussi des réalisations concrètes qui permettent de montrer le chemin qu'on est en train de faire. Et donc tout ça produit des résultats thématiques, donc, que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, alimentaire, biodive, etc., mais aussi des résultats systémiques. Les résultats systémiques, c'est une population, par exemple, qui monte en capacité, un écosystème d'acteurs qui prend l'habitude de coopérer ensemble. C'est une collectivité qui n'est pas seule à essayer de porter son projet de transition, mais qui réussit à embarquer un ensemble d'acteurs sur son territoire. Voilà. Donc ça, c'est des résultats systémiques qui sont difficiles à évaluer, mais qui viennent soutenir votre démarche de transition. Parce que vous avez un collectif et un écosystème d'acteurs qui montent en capacité, qui montent en compétence sur ces enjeux-là, et comme par magie, les choses se débloquent, les politiques de transition énergétique sont plus simples, les gens savent de quoi vous parlez, et il y a des habitudes de travail qui sont prises. Voilà. Pour faire court, désolé, on est un peu pris par le temps, je sais que c'est court, on peut pas aller trop dans le détail, mais on pourrait revenir sur les questions après. C'est frustrant. C'est frustrant, et puis on rentre pas non plus dans les limites, etc., aussi auxquelles on se heurte. Mais néanmoins, je voudrais juste conclure par quelques dispositifs d'accompagnement, puisque je sais que ça intéresse aussi beaucoup d'acteurs, comment est-ce qu'on a avancé. Comme on l'a dit, on a été accompagné par l'ADEME. Donc l'ADEME, ça fait des années qu'on coopère avec eux, en fait, en réalité depuis l'arrivée quasiment de Jean-François Caron comme maire de Los. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que c'était d'abord sur des petits projets, puis ensuite, il y a quelque chose qui s'est structuré sur le temps long à Los, et ça les a intéressés, et ils ont voulu évaluer cette méthode de conduite du changement que je viens de vous présenter. Donc il y a un cabinet de conseil, un cabinet d'évaluation qui est venu, qui a évalué cette méthode et qui l'a labellisée. Donc, on est démonstrateur national ADEME pour la conduite du changement. Et ça, c'est très important parce que l'ADEME, derrière, nous donne des fonds, des ressources pour pouvoir mener des projets expérimentaux, financer un poste à plein temps chez nous en interne qui est dédié à ces projets-là et d'en faire l'évaluation, la communication, etc. Donc, on est vraiment dans l'idée d'une collectivité qui mène des expérimentations, qui documente ces expérimentations, qui cherche à les évaluer et à partager son retour d'expérience. Donc là, on retrouve ce qu'on disait sur le changement d'échelle, mais le démonstrateur, c'est certes un outil au service du changement d'échelle, mais c'est aussi un dispositif d'accompagnement dont on a bénéficié, et en particulier d'un accompagnement financier. Mais par ailleurs, et c'est pour ça aussi que c'est sur le temps long, c'est qu'on s'est formé très souvent, on allait chercher de l'expertise extérieure. On a un comité scientifique qui se réunit tous les 3-4 ans à Los et qui vient challenger. On leur présente un peu ce que la commune a fait. Donc là-dedans, il y a tout un ensemble d'experts avec très complémentaires. C'est un groupe très complémentaire qui critique et qui challenge un peu ce qu'on a fait. Et donc ça, je sais qu'il y a eu un comité scientifique, par exemple, en 2008, qui s'est réuni et qui a vraiment interpellé Jean-François sur l'absence d'action de la collectivité sur la question alimentaire. Au départ, on parle d'approche globale, mais le sujet vraiment du foncier agricole, du foncier, vraie stratégie foncière et transition agricole, il n'était pas directement pris en charge par la ville. Et ça s'est fait suite à ça. Et ensuite, suite à cette interpellation, on a mis en place des politiques qui en ont découlé. Et enfin, on s'est beaucoup formé en interne. Soit des formations internes. Donc moi, par exemple, j'ai animé une formation interne sur les détours. Donc les détours, c'est un dispositif d'accompagnement qui existe sur l'OS et qui permet à un groupe de venir découvrir la collectivité pendant une demi-journée. Donc Francis en anime, moi j'en anime. Et le but, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ait un maximum d'élus et un maximum d'agents qui soient en capacité de le faire. Et être en capacité de raconter la trajectoire de la ville et de présenter ce qu'a fait Los Angeles, c'est donc s'approprier aussi le projet, et c'est donc avoir des gens en interne qui sont plus outillants au service des projets qu'on cherche à mener. Mais voilà, mais on s'est fait accompagner sur le management par la coopération, par le laboratoire Artemis. On travaille avec Negawatt sur notre trajectoire TEPOS. Et cette année, on s'est formé à l'évaluation avec Cadran Conseil, qui est d'ailleurs la structure qui a évalué notre méthode de conduite du changement il y a une dizaine d'années. Voilà. Je termine là. Simplement un mot pour vous dire que
Sur TEPOS, on est ravis de vous accueillir. On est vraiment très content que ça se passe chez nous. On a fait un gros travail pour essayer d'embarquer non seulement l'OS, bien sûr, mais aussi le territoire autour, pour donner à voir ce qui se passe. Comme on le disait, on est vraiment dans une stratégie de changement d'échelle. Ce que nous, on veut, c'est que ce soit pas un événement qui mette en valeur Los Angeles. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment s'en servir comme une opportunité de créer un effet d'engrenage. À la fois pour que le territoire se révèle et se montre un peu, puisque c'est pas forcément les premières destinations auxquelles on pense quand on parle de transition énergétique en France, mais aussi pour que lui-même prenne conscience de son propre potentiel et puis que l'événement l'outille pour aller encore plus loin sur ces démarches, puisqu'il y a dessus, il y a des progrès immenses à faire quand même. Voilà. Et donc, ce sera la première fois que ça se passera dans les Hauts-de-France. Donc, là aussi, on est très content que ça soit à l'os et juste autour. Donc voilà. Et maintenant, il faut on va prendre les questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Antoine. On a eu quelques questions dans la discussion. C'est plus dynamique si vous avez la possibilité de prendre la parole. Alors excusez-moi si j'écorche vos noms. Est-ce que Pancho, vous voulez poser la question qui était entrée avec la coopération, notamment avec les entreprises? Oui, si vous m'entendez, tout à fait. Alors déjà, bravo, parce que vous écorchez pas mon prénom, donc ça c'est remarquable. Je vous invite au Pays Basque quand vous voulez. Non, de grande admiration pour ce qui se passe à Los Angeles depuis plusieurs années. Je suis ça depuis longtemps et notamment pour avoir participé à un certain nombre de rencontres TEPOS. Je voulais savoir s'il y avait une logique dans la démarche donc de longue date à ce que vous engagiez des choses, et peut-être que l'avez-vous fait, sur les logiques de coopération territoriale, voire d'économie de la coopération, ou sur les logiques d'ancrage et d'engagement des entreprises. Est-ce que vous travaillez ces sujets-là et si oui, le cas échéant, comment? Merci. Vaste question. Oui, vaste question. Alors, en gros, alors, la difficulté quand même à laquelle on est confronté, c'est que même si on investit évidemment ce champ, ça reste une compétence de l'agglo. Donc là, il nous manque quand même, on n'est pas suffisamment câblé pour réellement aller parler aux entreprises. Moi, je dirais même que nous, dans nos projets, on a souvent un triptyque élu, agents et habitants. Et on sait que les opérateurs économiques sont un acteur majeur également, mais c'est peut-être celui qu'on a le plus de mal à toucher. Maintenant, comme je le disais, en fait, il y a un effet, le rayonnement de la collectivité, elle accroît son attractivité. Donc, vraiment, l'arrivée de la Fondation des apprentis d'Auteuil, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que c'est notre réputation qui a en fait joué cette stratégie d'implantation. Sans qu'on aille chercher les apprentis d'Auteuil, ils ont été orientés sur l'os et ça leur a plu de venir s'inscrire ici dans la dynamique territoriale. Et après, on s'appuie aussi beaucoup sur le CD2E, donc un des acteurs de la base 11-19, puisque eux, c'est vraiment ils ont des consultants, ils jouent un rôle d'incubateur sur tous les métiers du bâtiment, de la production d'énergie renouvelable. Et donc, eux, ils ont une vraie expertise entreprise qui porte ses fruits aussi, puisqu'ils accompagnent beaucoup des acteurs qui veulent s'implanter ou même des futurs chefs d'entreprise qui ont envie de créer ça. Et après, il y a eu Mine de Soleil quand même, qui est... ouais. Voilà. Alors, Mine de Soleil, c'est un projet quand même à l'origine lossois, hein, mais bon, qui s'étale maintenant, qui commence à parler un peu autour. Et j'oserais dire aussi qu'au niveau de la CAL, c'est notre communauté d'agglomération, il y a quand même des choses qui commencent à entrer dans les démarches. Voilà, il y a des vice-présidents qui commencent à s'occuper de ces questions-là. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler quand vous allez venir nous voir. Mais il y a quand même des choses qui bougent au niveau de la CAL par rapport à il y a 10 ans. Déjà, il y a énormément de choses qui ont évolué dans la stratégie de la communauté d'agglomération et qui vont vraiment dans ce sens-là. Et donc, nous, on est ravis parce que c'est bien l'objectif de massifier toutes ces questions. Et s'il y a un sujet sur lequel quand même on a directement agi en matière de développement économique, c'est notamment le tourisme. Donc on a quand même travaillé sur le développement d'un tourisme spécialisé sur les transitions.
Donc là, je pense par exemple au Détour. Donc on accueille quasiment 700 visiteurs par an à l'os dans une visite qualifiée de présentation du projet de ville, avec derrière un effet d'entraînement sur la restauration, les nuitées, etc. On organise des événements, mine de rien. L'année dernière, on a organisé un colloque avec 250 personnes qui sont venues. Là, cette année, TEPOS, on double. Après, on fera une pause, mais en termes de nombre de visiteurs, pareil. On développe beaucoup aussi le tourisme culturel. Comme on l'a dit, Jean-François Caron, c'est la personne qui a apporté l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Donc ça, c'est un effet d'entraînement direct sur l'attractivité du territoire, de Los-Angeles, mais du bassin minier en général. Et puis, il y a des événements, par exemple, comme la Sainte-Barbe, qui est un événement culturel majeur qui attire chaque année des milliers et des milliers de personnes autour des fêtes du feu, parce que la patronne des mineurs, voilà. C'est un événement qui, en plus, permet aussi de célébrer le passé minier, mais là, on s'inscrit vraiment dans un marqueur culturel, et puis derrière, avec un énorme effet d'entraînement sur l'économie. Il y a évidemment l'implantation du Louvre-Lens. Alors, nous, là, on n'y est pas pour grand-chose, mais quand même, pareil, ça participe de la structuration d'un écosystème, et plus vous créez d'offres, en fait, et plus l'offre existante prend aussi de la valeur, et vous créez du lien sur ça. Voilà, c'est pas plus long, mais... Merci. Vincent Grousson aussi voulait avoir des informations sur les baisses des consommations d'énergie suite à toutes vos initiatives, si vous en avez. Oui. Alors, donc moi, je peux effectivement dire quelques mots, même si j'aurais dû être plus prudent, puis à venir avec mes chiffres. Mais les baisses de consommation d'énergie ont été quand même très importantes. On a gagné, par exemple, sur l'éclairage public, là, je peux dire qu'on a gagné au moins 70%. Alors, en consommation et en mégawatts, parce que sur le prix, évidemment, compte tenu des augmentations qu'on a subies il n'y a pas longtemps, on ne peut pas considérer qu'on ait fait des économies. Mais par contre, on sait qu'on a effectivement le fait d'avoir fait tous ces aménagements, tous ces travaux et toutes ces réflexions bien avant que les prix de l'énergie augmentent. On s'en est trouvé ravis parce qu'on a vu aussi autour de nous beaucoup de communes et de collectivités qui ont souffert énormément à cause de ces augmentations. Bon, nous, on a subi l'augmentation, mais on peut dire qu'elle a été quand même plus raisonnable et qu'on a pu l'anticiper. Donc, cette économie, à la fois sur le chauffage et à la fois sur l'éclairage public, ça a été pour nous quelque chose de considérable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous disent vraiment, heureusement que vous avez fait ça, etc., etc. Enfin, il y a quand même une grosse. On a fait plein de travaux. Bien sûr, on a mis de la LED, on a mis des détections de personnes pour allumer que quand il y a des gens qui circulent, par exemple, dans certains secteurs. On éteint même la nuit, au cœur de la nuit. Et il y a peut-être 10 ans, ça aurait été impensable, alors qu'aujourd'hui, les gens disent vous avez bien fait, quoi. Enfin, c'est clair. Et donc, voilà. Donc, je ne peux pas donner de chiffres plus que ça pour le moment, mais à moins que Antoine en est sous la main, mais voilà. Alors, j'ai des chiffres, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas complètement à jour. Mais en fait, c'est plutôt pour dire que autant sur les bâtiments et les équipements municipaux, il y a eu un impact très fort de tout ce qu'on a fait, de rénovation d'écoles, éclairage public, voilà, j'y reviens pas. Par contre, les résultats sont moins flagrants si on prend les privés. Si on prend l'ensemble de la collectivité dans sa consommation d'énergie, là, pour le moment, c'est difficile de noter des changements d'habitude dans les mobilités, dans la consommation d'énergie de l'os, quoi, en tant que ville, au-delà de simplement des équipements municipaux. Donc ça, c'est on a quand même les derniers collectifs qui ont été bâtis, qui sont quand même exemplaires. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même un travail qui est avec notamment les bailleurs sociaux. On a beaucoup de logements sociaux sur la commune. Donc, on travaille avec les bailleurs, c'est-à-dire pas toujours simple, pour que le neuf, les constructions sur du neuf soient vraiment de bonne qualité. Donc là, on a quelques opérations vraiment exemplaires. Et puis, globalement, les nouveaux bâtiments qui se créent sont performants. Il y a voilà. Après, il y a aussi, c'était aussi le sens de Mine de Soleil. C'était de se dire, en mettant des gens dans l'entreprise, en participant au capital, on aura aussi un outil qui leur parlera plus facilement. Et notamment pour installer des toitures privées. Au départ, le cœur de cible de Mine de Soleil, c'était les habitants privés pour installer des toitures de leur maison.
Bon, il se trouve que pour le moment, il me semble que cette partie-là fonctionne moins. Économiquement, c'est très compliqué Ouais. d'investir sur des très petites surfaces. Ouais, c'est ça. Mais donc nos interlocuteurs sur Mille de Soleil sont plutôt des collectivités ou des associations. Mais en tout cas, c'était le but, comment on change d'échelle. Et après, on a toute une série de projets d'implication habitante. Notamment, on en a un sur la mobilité avec l'université Gustave Eiffel, où on mène une expérimentation autour des changements de pratique. Et on a aussi un projet avec l'ADEME qui s'appelle l'Extrême Défi, où on teste des prototypes. Alors ça, c'est vraiment marrant, c'est des outils fabriqués par des géotrouve-tout. Donc, il y en a une vingtaine de prototypes différents. Il y a différentes collectivités en France qui sont portées volontaires. Et le but, c'est que c'est à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Et est-ce que c'est réellement viable pour servir d'alternative à la voiture, quoi. Voilà. Donc, on a des exemples comme ça pour essayer d'embarquer la population sur des changements de comportement, sur les mobilités ou autres. Mais c'est vrai que sur la question du bâti, de la consommation d'énergie, on bloque quand même souvent, particulièrement dans une commune pauvre, sur l'importance des investissements, quoi, à réaliser. Merci beaucoup. Est-ce que Rachel Guillet est toujours avec nous pour faire le lien avec sa question justement sur l'implication citoyenne et la prise en compte de la précarité énergétique? Bonjour, merci beaucoup. Merci pour votre présentation et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que vous ayez insisté sur la participation citoyenne. Vous avez à un moment donné précisé que l'OSS était confronté à pas mal de précarité et je me demandais justement si dans votre plan solaire participatif, il y a eu une réflexion ou une initiative menée pour essayer d'intégrer les personnes en précarité énergétique. Je sais qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui visent le partage d'énergie solaire, par exemple, notamment quand on met des panneaux solaires sur les écoles. Et donc voilà, je voulais juste savoir si c'était un élément qui avait été pris en compte ou qui pourrait être pris en compte ultérieurement. Merci. Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte de manière active. Ça reste dans les projets. On a effectivement envie de se développer, mais bon, comme la société Mine de Soleil, elle doit avoir une comptabilité et puis un bilan financier qui soit satisfaisant. Donc, pour l'instant, c'est difficile d'investir sur des petites toitures. Par contre, on imagine par la suite d'investir des toitures et de faire, par exemple, de l'autoconsommation, par exemple, avec le voisinage, etc. Mais ça reste, pour l'instant, c'est dans les projets. On n'a pas encore écrit de choses directement là-dessus. Et la précarité énergétique, elle est extrêmement forte. J'en disais tout à l'heure en 2 mots, compte tenu qu'on a un patrimoine, disons, de logement à la fois public et à la fois privé, qui est ancien, voire très ancien, et qui effectivement nécessite des investissements. Donc là, c'est vraiment un objectif sur lequel on doit travailler. On a déjà essayé de mettre en place un projet, mais on s'est un peu cassé les dents parce que on n'est pas, voilà, on est une petite commune et puis on n'a pas réussi à développer la question. Mais ça reste quelque chose qui sera certainement, à mon avis, sur la table de l'équipe municipale qui va arriver dans pas trop de temps. Une chose quand même sur ça, c'est que on a mis en place un dispositif, c'est qu'il y a une part de l'entreprise qui est offerte à chaque nouveau-né le soir. Donc ça veut dire que sont impliqués d'office dans le projet des gens qui, peu importe la condition de revenu, pour le coup, il faut se contenter de naître. Mais c'est voilà, c'est aussi une façon d'aller chercher un peu tout le monde là-dessus, sans que ça ait un coût démesuré. Et après, c'est vrai que sur la précarité énergétique, c'est d'où l'importance du travail avec les bailleurs sociaux, quoi. Ouais, on a à côté l'opération sur logement rue de Sexe qui sont super. C'est des béguinages, donc c'est pour des personnes âgées. Ça a été un projet un peu compliqué. Il a fallu détruire des logements miniers qui étaient des passoires thermiques, reconstruire du neuf. Et le premier projet Maison de Cité n'était pas du tout qualitatif par rapport à ce que nous, on attendait. Donc, on leur a refusé le permis de construire. Et après, il y a eu un rapport de force coopération, quoi, on va dire, où le maire a posé des exigences et en même temps, on les a accompagnés pour essayer de produire un projet plus qualitatif. Donc, on a été très clair sur ce qu'on attendait. Notre service urbaniste s'est mis aussi au service des services de Maison et Cité. On les a renvoyés vers le CD2E, d'où l'intérêt d'avoir un écosystème qui se structure. Mais voilà, quand vous avez un projet qui naît, en fait, vous avez déjà en place des acteurs qui sont susceptibles
d'être complémentaire évidemment de votre propre action et de venir outiller des projets comme ça. Donc, on n'y arrive pas à chaque fois. C'est vraiment pas simple les bailleurs sociaux, mais là, on a quand même des projets intéressants, quoi. Et plus vous le faites, plus les bailleurs sociaux ou tout autre acteur qui veut s'implanter sur la commune savent comment vous fonctionnez. Et donc c'est aussi des fois un gain de temps. On a eu un Lidl qui a changé une expérience où ils venaient nous mettre une boîte. On n'était pas très enchantés parce qu'on a déjà beaucoup de commerces, grande surface. Et ils venaient nous implanter donc un commerce de ce type-là. Et puis, c'était une boîte, quoi. Enfin, d'accord, avec toutes les conséquences qu'il y avait derrière. Et pareil, là, on leur a dit, mais c'est ridicule parce que vous nous présentez là à Los Angeles. Et finalement, ils sont repartis avec leurs valises et ils sont revenus avec un super projet, avec de l'énergie renouvelable. Ils ont même des ruches dans leur terrain. Enfin bon, ils sont revenus avec quelque chose qui, après, leur permet de développer aussi des choses ailleurs sur le territoire. Voilà, ça sert aussi d'exemple chez eux. Merci. On a encore une petite question sur l'implication citoyenne. Est-ce que Marianne Billard est en ligne pour la poser? Oui, bonjour. Par rapport à l'implication citoyenne, je me demandais si le taux de chômage élevé au moment où vous avez commencé la démarche, là, à la fermeture des mines, avait eu une importance sur le fait que les gens étaient plus disponibles peut-être et du coup avait joué le jeu là dans la mise en récit et la participation culturelle. Je ne me suis jamais posé cette question-là, mais je pense qu'effectivement, quand il y a eu, par exemple, les créations culturelles, etc., il y avait effectivement, alors je ne sais pas si on peut dire ça, le chômage, mais il y avait des retraités jeunes et dynamiques qui se sont investis dans les projets, effectivement. Mais est-ce que le chômage a pu impliquer? Je ne sais pas. On a aussi fait travailler dans ces questions culturelles à l'époque des emplois sociaux, c'était quoi les CES, les PUC, etc., des jeunes qui étaient accompagnés socialement et qui se sont investis. Et ça a permis d'ailleurs de leur faire découvrir aussi des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées, quoi. Peut-être participer à des projets d'ampleur. Et en général, ils ont toujours bien aimé et surtout se sont bien investis dans ces questions. Mais par rapport au chômage en particulier, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de mesure. Hein. Je ne sais pas si les gens au chômage ont beaucoup plus de temps, finalement. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Mais par contre, ce qui est sûr aussi, c'est qu'au moment de la fermeture des mines, il y avait un besoin de se retrouver. Il y avait vraiment un besoin de trouver du collectif, du lien face à un effondrement. Honnêtement, c'était un effondrement local. Nous, on considère souvent qu'on s'est mangé le mur, qu'on est tous en train de se manger maintenant à une autre échelle, mais il y a 40 ans. Tout tournait autour de la mine. Donc, il y avait besoin de sens, il y avait besoin de collectif, et c'est ça qui était intéressant, c'est que la culture, c'était une des dernières choses qui pouvait encore mettre du lien entre les gens. Et donc, moi, à mon sens, c'est ce qui a joué un rôle de filet de sécurité sociale, quoi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de retrouver une dynamique comme ça. Surtout après 40 ans d'implication systématique, etc. C'est un peu habituel. Je pense qu'une collectivité qui n'en a jamais fait, avec de grosses demandes, une grosse aspiration à ça, vous ouvrez, les gens s'engouffrent, etc. Nous, des fois, j'ai le sentiment que ça nous oblige à nous réinventer, mais c'est pas forcément simple de toujours garder une dynamique sur tous les projets. Ce qui est sûr, c'est que les gens viennent quand il y a un enjeu. Qu'ils travaillent pas, quand ils sont concernés, qu'ils ont un enjeu, qu'ils ont un intérêt, ils sont là. Et donc, à vous de réussir à créer de l'engagement et de l'implication et un intérêt autour de projets, notamment de prospective, qui sont les plus difficiles sur lesquels mobiliser, parce que pour beaucoup de gens, c'est un peu abstrait. Merci pour ce complément. Est-ce qu'on peut finir avec une toute dernière petite question qui est intéressante au-delà de l'implication citoyenne, une question sur l'implication des élus. Élise Le Breton, est-ce que vous êtes en ligne pour la poser? J'ai l'impression d'animer une émission de radio, c'est drôle. Oui, bonjour. Donc Élise Le Breton de la communauté de communes Rive de Saône, en Bourgogne. Et là, il y a des enjeux pour nous de faire de la transition un peu un axe transverse des politiques, mais clairement en termes de culture au sein des élus, y compris côté président ou exécutif, c'est pas évident. Donc je me demandais justement s'il y avait des retours d'outils pour vraiment embarquer les élus, déjà qui comprennent les enjeux, ce qui je pense n'est pas toujours le cas,
dans leur totalité et vraiment travailler en transversalité, quoi. Parce que là, c'est un peu encore, voilà, ça reste un sujet en marge dont on veut le rendre transverse, mais on n'a pas forcément de réelle dynamique dans l'ensemble des commissions, des directions, etc. De l'EPCI. Oui. Alors moi, je vais dire juste un mot avant que Antoine complète sur peut-être des choses plus techniques. Mais effectivement, quand on a commencé cette expérience, quand c'est venu à nous et qu'on a commencé à avancer là-dessus, ne serait-ce qu'ici, dans le conseil municipal de Los-Angeles, on est 29 conseillers municipaux, mais il y avait plein de gens qui étaient pas du tout là-dedans, même nous, on n'était qu'en chemin. Donc ça s'est construit petit à petit, et l'important, c'est chaque fois de partager. Quand on parlait tout à l'heure de quelque chose de transversal, même y compris entre les élus, etc. L'important, c'est de partager les objectifs, de partager la connaissance, même si nous, on n'était pas hyper compétents dans ce domaine-là. L'idée, c'est pour ça qu'on s'est appuyé aussi sur les organismes, et en particulier sur Negawatt, pour pouvoir donner à manger, en quelque sorte, aux conseillers municipaux pour avancer sur ces questions-là. Et puis après, de partager avec les habitants, bien entendu. Donc, et puis de travailler ensuite de façon transversale, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, dans les commissions, si on refait, par exemple, la dernière fois qu'on a refait notre marché de chauffage de tous les bâtiments municipaux, tout le monde a participé à l'écriture de ce marché, même si c'est les techniciens, évidemment, qui ont fini par l'écrire et puis le réaliser. Mais on a utilisé les avis de tout le monde dans tous les domaines, aussi bien dans les écoles, les instituts, les dames qui font le ménage, etc. Enfin, dans tous les endroits, on a essayé de faire en sorte que chacun puisse donner son expérience par rapport au sujet et qu'on puisse construire quelque chose qui soit le plus adapté possible et qui soit en fait l'émanation aussi de tout le monde. Et donc ça, mais ça, c'est pas parce qu'aujourd'hui on décide que demain on va faire de la coopération, machin, etc., que ça va d'un seul coup arriver. C'est vraiment quelque chose, là aussi, il faut l'avouer, quelquefois. Ouais, je dirais que même aujourd'hui, tout notre conseil municipal n'est pas sensibilisé de la même manière aux enjeux de transition. Hein. On a vraiment... en fait, nous, on dit souvent qu'on a un train à plusieurs vitesses ou un élastique qui se tend, se détend. Donc, même à l'os, et même après toutes ces années, on a encore des élus qui sont pas forcément... qui sont pas appropriés tous les enjeux. Mais à la limite, c'est pas forcément très grave. L'important, c'est de réussir pour moi, le meilleur outil, c'est de créer des espaces d'implication. Comme vient de le dire Francis, il y a un marché de chauffage, c'est très bien, c'est concret. Les expertises des uns et des autres peuvent être sollicitées et vous les faites atterrir sur quelque chose qu'ils connaissent. Ça, franchement, et on le voit aussi, nous, là, sur la réflexion qu'on se pose sur la massification à l'échelle de notre territoire, Geoffrey, le maire de Los, dit souvent que quand il a besoin de parler de transition avec ses homologues maires, il ne va pas partir sur des grands enjeux, réchauffement climatique, il faut agir, etc. Il est vraiment sur j'ai un marché public à passer sur la restauration collective. Moi, je pense que ça peut faire travailler X maraîchers ici, ça peut faire X repas en bio, tu gagnes autant sur ton diabète, par les indicateurs de santé, et ça percute, ça marche bien. Ou mine de soleil, tu veux développer mine de soleil, ok, bah en fait, tu as besoin de réduire ta facture de dépenses de fonctionnement, donc va chercher des sources d'énergie différentes. Donc là, tu peux te proposer un projet, ça coûte tant, ça te rapporte à terme tant, et ça, c'est des trucs qui marchent bien. Et donc, alors c'est comme ça que ça s'est fait aussi, quoi, progressivement, à travers les projets, en offrant aux uns et aux autres des espaces d'implication. On réussit à créer une acculturation, vraiment très progressivement. Après, ça, évidemment, des outils de formation, sensibilisation sont les bienvenus. Alors nous, on n'a pas fait de fresque, nous, on a fait une intervention des ambassadeurs du développement durable devant notre conseil municipal. Donc, on a mobilisé le CERN, c'est la formation. Le DD-Tour, on le fait en lien avec le CERN, que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a 2 ambassadeurs qui sont venus sur l'os et qui ont fait une présentation de sensibilisation, d'ailleurs, pour les élus et aussi pour les agents de la collectivité volontaires. On a eu d'autres outils, en fait. On encourage sans cesse les agents et les élus à se former. D'ailleurs, en général, se former, que ce soit sur la transition ou pas. Mais on a vraiment, on assume d'avoir un budget important pour ça et de dégager du temps et de donner, encore une fois, des marges de manœuvre aux agents et aux élus pour se former sans cesse parce qu'on croit en ça, en la montée des compétences et en l'internalisation des compétences. Enfin, remarque complémentaire, ça me paraît quand même compliqué tout ça sans un exécutif qui le porte et qui l'assume. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, je ne veux pas vous décourager, mais c'est vrai que quand même, c'est important d'avoir un maire. Pour nous, Jean-François, il a fait ça, il a tenu un cap.
auprès de ses adjoints, ses élus, une direction. Il n'a pas fléché, il n'a pas dévié, je veux dire. Donc, il y avait évidemment des espaces de discussion à plein d'égard, mais par contre, il avait un cap, quoi. Donc ça c'est vrai que ça a un impact direct sur les consignes qui sont passées au DGS, sur les consignes qui sont passées au directeur de cabinet, sur les consignes qui sont passées aux adjoints. C'est important. Un maire seul s'isole aussi, hein, c'est possible. Ça, on a plein de cas. Mais, et des agents ou des adjoints seuls s'isolent et ils se fatiguent. Mais par contre, voilà, c'est important de sensibiliser aussi. Mais tout dépend de la bonne porte d'entrée qu'il faut choisir. J'ajouterais qu'il y a une continuité qui permet d'avancer, effectivement de concrétiser, c'est que l'équipe municipale, elle est quand même d'une grande stabilité depuis 30-40 ans. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même c'est un gage de réussite parce que voilà, les choses, quand on a monté quelques briques du mur, il n'y a pas quelqu'un derrière qui redémonte les briques du mur, quoi. Enfin, donc c'est quand même, je pense que c'est aussi un gage de réussite. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 13h05, donc je pense qu'on pourrait discuter évidemment longtemps. C'est pour ça qu'on vient 2 jours consécutifs vous voir début octobre pour permettre d'aller plus en profondeur sur les visites terrain, les conférences, les ateliers qui vont pouvoir mettre en avant aussi toute votre démarche. Donc, je pense qu'il nous reste à vous remercier tous les deux. Et puis moi, je vous donne à tous rendez-vous du 2 au 4 octobre à Los Angeles pour les 14e rencontres TEPOS. Et on vous invite à nous suivre par nos différents moyens de communication pour être au courant de l'ouverture des inscriptions. Sylvain, si tu veux faire un petit mot de clôture, je te laisse la parole. Non, il me reste juste à vous dire merci encore à toutes et à tous et un bon appétit également. Au revoir. Et d'avance, bienvenue à Los Angeles. J'espère que vous viendrez nous rendre visite. Très bien. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.